Je vais dans cette vidéo poursuivre l'exposé théorique que j'avais entamé la dernière fois et qui porte, rappelez-vous, sur l'apprentissage des compétences professionnelles au sein des collectifs de travail. Je vous avais parlé la dernière fois notamment du cadre, c'est-à-dire le cadre, c'est le contexte dans lequel prennent place les processus d'acquisition et de développement des compétences professionnelles. J'avais identifié notamment deux niveaux. Un niveau collectif, dont j'avais parlé lors de ma dernière vidéo, et un niveau organisationnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler notamment du niveau organisationnel et j'essaierai ensuite de faire le lien entre les deux niveaux, collectif et organisationnel. J'en arrive donc au deuxième volet de ce cadre, le niveau organisationnel. Alors ici, il faut insister sur les différentes dimensions qui composent l'organisation, en sachant que ces dimensions, elles peuvent encourager ou bien freiner l'acquisition des compétences professionnelles. Alors en termes de dimensions organisationnelles, on peut penser aux dimensions suivantes. L'organisation du travail, tout d'abord, les modes de management et de gestion des ressources humaines ensuite, la stratégie enfin. Je vais vous parler brièvement de ces trois dimensions. Je commence par l'organisation du travail. L'organisation du travail renvoie à un certain nombre de paramètres, un certain nombre de facteurs, un certain nombre de variables. J'en cite quelques-unes. La division du travail, le degré de division du travail dans l'organisation. La répartition des tâches et des rôles qui découlent de cette division du travail. Les mécanismes de coordination. Je vous renvoie aux travaux d'Henri Mintzberg sur les mécanismes de coordination dans les organisations. Le système formel de communication. Les procédures de travail. Voilà quelques variables, quelques facteurs, quelques paramètres qui sont autant d'éléments qui constituent le cadre dans lequel le travail s'exerce. Ces variables, ces paramètres peuvent constituer des ressources ou des contraintes en ce qui concerne l'apprentissage des compétences professionnelles. C'est-à-dire que ces variables, ces paramètres peuvent parfois encourager l'apprentissage des compétences professionnelles, et puis dans d'autres cas, ces variables, ces paramètres vont en fait freiner l'apprentissage des compétences professionnelles. Ces variables sont donc en quelque sorte à double tranchant. On pourrait faire une opposition simple, par exemple, entre des modes d'organisation du travail qui relèvent du taylorisme, tout ce qui découle de la pensée de Taylor et de l'organisation scientifique du travail, avec cette fameuse coupure entre les décideurs et les exécutants, eh bien, ces modes d'organisation du travail ne favorisent pas beaucoup l'apprentissage des compétences professionnelles. Et puis, à contrario, on peut penser à ce que certains auteurs appellent des modes d'organisation apprenants ou des modes d'organisation qualifiants. Je pense par exemple aux travaux de Philippe Zarifian en sociologie du travail. Eh bien, ces modes d'organisation du travail apprenants, par exemple quand les individus peuvent apprendre de leurs erreurs, quand les individus sont amenés à gérer dans l'organisation des événements qui sont par définition imprévus, eh bien, les salariés vont être incités en fait à développer de nouvelles compétences ou à renforcer les compétences qu'ils possèdent déjà. Donc ces modes d'organisation-là, ces modes d'organisation du travail apprenant ou qualifiant, sont des vecteurs d'apprentissage. J'en viens maintenant aux modes de management et de gestion des ressources humaines. Ce sont aussi des choses qui comptent. Je pense par exemple au style de management. On peut trouver certains styles de management qui sont plutôt autoritaires, de type vertical. Et puis, à contrario, on va trouver des styles de management qui sont plutôt participatifs. En règle générale, quand les styles de management sont plutôt participatifs, c'est une situation qui est favorable au développement des compétences professionnelles. Parce que les managers vont en général inciter leurs collaborateurs à renforcer leurs compétences, voire à développer de nouvelles compétences professionnelles. Ce que ne permet pas particulièrement l'exercice du pouvoir quand il est mené sur un mode autoritaire. Et puis les pratiques de GRH ont également leur importance. Je pense aux pratiques d'évaluation du personnel,
je pense aux pratiques de formation, je pense aux pratiques de gestion des emplois et des compétences, je pense aux pratiques de gestion des carrières, je pense aux relations sociales dans l'entreprise et je pense à l'ensemble des outils de GRH, de gestion des ressources humaines, qui sont utilisés en interne dans l'organisation. Voilà, il s'agit là autant de variables sur le plan de la GRH qui peuvent, selon les cas, soit faciliter, soit brider les processus d'acquisition et de développement des compétences professionnelles. Dernier volet, la stratégie de l'organisation. La stratégie retenue par les dirigeants. En général, la stratégie, elle se matérialise avant tout par les objectifs stratégiques qui sont fixés par les dirigeants. Mais ce qui va compter en matière de stratégie, c'est, certes, la conception, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la mise en œuvre de la stratégie. La mise en œuvre de la stratégie, elle va jouer en effet un rôle déterminant dans les processus d'apprentissage des compétences. Donc ce qui va compter, par exemple, c'est la place qui est réservée aux ressources humaines dans l'entreprise. Est-ce que les ressources humaines sont vues comme un coût ou est-ce que les ressources humaines, au contraire, sont vues comme une ressource, comme un capital immatériel à développer? Évidemment, si on a une approche en termes de coût, c'est une situation qui est peu favorable à l'apprentissage des compétences professionnelles. Si on a une approche en termes de capital immatériel qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire développer, c'est en général une situation qui est beaucoup plus propice aux situations d'apprentissage des compétences professionnelles. Ce qui va également compter, ce sont les priorités qui sont celles des dirigeants à un moment donné. Et puis ce qui va compter, ce sont aussi les marges de manœuvre que l'on va donner à l'ensemble des acteurs partie prenante dans la vie de l'organisation. Les marges de manœuvre que l'on va donner à l'encadrement supérieur, à l'encadrement intermédiaire, mais également les marges de manœuvre que l'on va donner aux salariés qui sont en bas de l'organisation. En général, plus les marges de manœuvre des salariés et des cadres sont importantes, plus les salariés vont pouvoir développer leurs compétences professionnelles. Voilà pour le niveau organisationnel. Alors, bien évidemment, les deux niveaux dont j'ai parlé, à savoir le niveau collectif d'un côté et le niveau organisationnel de l'autre, ces deux niveaux interagissent et sont interdépendants. Par exemple, la constitution des collectifs de travail dont j'ai parlé dans ma dernière séquence vidéo, eh bien, dépend beaucoup du cadre organisationnel, du contexte organisationnel et donc du niveau organisationnel. Par exemple, la constitution des collectifs de travail ou l'émergence des collectifs de travail va beaucoup dépendre des choix structurels qui sont faits par les dirigeants, va dépendre de la politique de GRH qui est menée, de la stratégie qui est celle aussi de l'organisation. Prenons un exemple. J'ai parlé la dernière fois de groupe projet. Bien évidemment, un groupe projet ne peut se constituer dans une organisation et ne peut donner lieu à des processus de développement des compétences que si cette organisation, elle est orientée projet et que si la stratégie de l'organisation, c'est une stratégie qui est orientée projet. Il faut donc, grosso modo, qu'il y ait un cadre organisationnel orienté projet pour qu'émergent de nouvelles compétences ou que se développent les compétences existantes au sein d'un groupe projet. Donc il y a, retenez cette idée, il y a évidemment des interactions entre le niveau collectif et le niveau organisationnel. Toujours en termes de niveau, dans une perspective proche, dont j'avais un peu parlé déjà, dans une vidéo précédente, dans ma première vidéo, on peut aussi concevoir différents niveaux d'acquisition des compétences. Ça aussi, c'est un point important. Et donc, différents types de compétences. On peut, par exemple, identifier 3 grands niveaux. Le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau organisationnel. Et à chaque niveau, on va mettre des types de compétences. Au niveau individuel, on va mettre en balance des compétences individuelles, on va trouver des compétences individuelles qui sont des compétences qui sont détenues, qui sont portées par les individus. Au niveau collectif, on va trouver des compétences collectives. Ces compétences, elles sont détenues par des collectifs. En fait, les compétences individuelles, elles interagissent les unes avec les autres
et elles contribuent à l'émergence de compétences collectives, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Hein. Si je fais l'analogie avec une équipe de foot, hein, chaque footballeur va être porteur de compétences particulières, mais ce qui compte pour la performance de l'équipe, c'est la bonne coordination, les synergies que l'entraîneur va être capable de faire émerger au sein de son équipe. C'est ça qui va permettre d'assurer la performance collective de l'équipe. Et puis, il y a le niveau organisationnel, et au niveau organisationnel correspondent également un certain nombre de compétences organisationnelles. Ce sont des compétences qui sont détenues par l'organisation. J'en avais déjà parlé, certains auteurs parlent de compétences clés, ou encore de compétences distinctives. Par exemple, l'entreprise Google se caractérise par une compétence toute particulière à innover. Elle a en général une longueur d'avance sur ses concurrents. Ces compétences organisationnelles sont le résultat d'un certain nombre d'interactions de compétences individuelles et de compétences collectives. C'est-à-dire que les compétences individuelles et les compétences collectives, en interagissant, elles peuvent donner lieu à l'émergence de compétences organisationnelles. Je voulais donc souligner l'interaction entre les deux niveaux, le niveau collectif d'un côté et le niveau organisationnel de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le cadre. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une dernière thématique, à savoir la socialisation. Au revoir.